Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Voici les titres de cette édition. Crue du fleuve Sénégal après les lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali dans la région de Matam, Djamel et Dembankani sous haute pression. Les habitants et les autorités locales tentent de mobiliser les moyens du bord. Fraude présumée à l'état civil de Thiaroye-sur-Mer. 4 agents arrêtés pour falsification d'actes de naissance. Malgré la digitalisation de ce service stratégique, la fiabilité et la sécurité des documents laissent à désirer. Et puis, dans l'actualité internationale, la crise israélo-palestinienne divise le monde à l'Assemblée générale des Nations unies. Le Sénégal confirme son ancrage dans le camp pro-palestinien. Des voix s'élèvent pour des sanctions contre l'État hébreu. Mais d'abord, cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure. Dans un communiqué daté de ce mardi 23 septembre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe qu'un deuxième cas de Mpox, anciennement appelé variole du singe, a été détecté au Sénégal. Il s'agit d'un Sénégalais vivant au Sénégal qui a présenté les symptômes de la maladie depuis le 11 septembre dernier. Selon la note du ministère, il a été consulté le dimanche au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann avant d'être hospitalisé. Un prélèvement envoyé au laboratoire est revenu positif et hier, une vingtaine de cas contacts ont été identifiés. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre ce malade et le premier cas de Mpox confirmé au Sénégal, ni avec les personnes contacts de ce premier malade. Le ministère assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir toute propagation de la maladie. Les autorités sanitaires invitent la population à la sérénité et à suivre les recommandations du personnel de santé et le cas échéant à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes évocateurs. Évoquons maintenant la situation du fleuve Sénégal avec la crue qui s'approche de son niveau le plus élevé en raison des lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali. L'onde a atteint le Dandemayo et plus en aval, mais dans la région de Matam, l'inquiétude monte au fur et à mesure que le niveau de l'eau se trouve au-dessus du seuil critique. À Djamel et Dembankani ainsi qu'à Matam, c'est la grande mobilisation avant le débordement du fleuve. Ali Bandelnian nous fait le point. Avec un débit qui dépasse les 2000 mètres cubes seconde, les lâchers du barrage de Manantali poussent les eaux hors du plan du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, les pistes qui mènent à Dembankani sont envahies, des familles déplacées à Adebere et à Lobali. Mais en ce moment, c'est le sort des habitants du quartier Djamel qui est le plus préoccupant. Comme l'année dernière, les eaux de la crue sont déjà dans la localité. À l'heure où je vous parle, nous sommes sous la menace des eaux encore qui risque de couper ce tronçon là où nous sommes aujourd'hui. Bon, on n'a pas pour l'instant vu l'assistance malgré beaucoup de démarches qui ont été faites du côté du préfet, du côté des autorités locales et administratives. Mais très franchement, rien n'a été fait. Ces sacs maintenant que vous voyez, c'était le Thierno Alassane Sall qui nous en avait donné 300 sacs. Alors aujourd'hui, le village s'est réuni, au moins pour placer ces sacs. Ne serait-ce que l'eau ne traverse pas cette voie-là, ce tronçon qui mène vers Matam. À l'heure où je vous parle, les maisons périphériques sont envahies par les eaux. Et là, d'ici demain, ils vont sortir effectivement de leur maison. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'ils auront là où loger. Puisque l'année dernière, ils avaient vécu la même situation, mais au moins ils n'avaient pas de site de recasement. Ils n'avaient pas reçu encore de bâche, au moins pour se recaser quelque part. Donc voilà la situation. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de site de recasement prévu pour ces habitants qui, d'ici demain, risquent de sortir de leur maison. Pendant ce temps, les autorités administratives locales mobilisent toutes les ressources disponibles pour sauver la ville de Matam. À plus de 8,30 m, bien plus que la côte d'alerte, la capitale régionale est bien fortement menacée.
Sur les brèches du fleuve et des diguettes, l'entreprise Dental BTP se déploie à Afia et à Gourel-Defa. Pendant ce temps, CDE s'occupe de la mise en place de petites diguettes pour stopper la forte pression des eaux. Direction l'est du pays où le département de Bakel est également en alerte maximale. La crue du fleuve Sénégal a dépassé les seuils critiques à cause des lâchers d'eau du barrage de Manantali, provoquant d'importantes inondations. Des villages sont isolés, des routes coupées et des centaines d'habitants sont sinistrés. Le point sur une situation qui reste très préoccupante. Mamadou Diouf. La situation est critique dans le département de Bakel. Le fleuve est sorti de son lit de manière spectaculaire à cause des lâchers d'eau massifs du barrage de Manantali. Le niveau de l'eau a atteint 10,46 m, dépassant de près d'un demi-mètre la cote d'alerte. Des villages comme Arundou, Yafera et Golmi sont particulièrement touchés. Là-bas, plusieurs maisons sont inondées, mais également des infrastructures essentielles et des périmètres maraîchers sont aussi pris au piège par cette montée des eaux. Plusieurs villages sont coupés du reste du département, obligeant les populations à faire recours aux pirogues pour effectuer leur déplacement. À rappeler que le comité départemental de gestion des crises a été activé. Actuellement, les équipes des sapeurs-pompiers distribuent des gilets de sauvetage et des sacs de sable pour tenter de contenir la crue. Mais les besoins sont immenses. Les élus locaux lancent un appel à l'aide pour l'obtention de tentes, des vivres et des médicaments. Une lueur d'espoir tout de même ce soir. Les autorités hydrologiques nous informent que les débits du barrage commencent à baisser. Une stabilisation, voire une légère décrue est espérée dans les prochaines 48 heures. Mais la vigilance reste maximale, car de nouvelles pluies sont annoncées cette nuit. Tout autre chose maintenant à Thiaroye-sur-Mer, le service de l'état civil est secoué par un scandale. 4 agents ont été arrêtés dont le chef du service pour falsification présumée d'extrait de naissance. Malgré la numérisation du système, les irrégularités persistent. La mairie, la municipalité dit assumer ses responsabilités tout en appelant ses agents à plus de sérieux. Reportage Habib Faye. Entre d'état civil, le constat est amer. Peu d'agents présents dans leur bureau et aujourd'hui, l'actualité est encore plus troublante. 4 agents, dont le chef du service, ont été arrêtés par le procureur de la République. Tout ce que je peux dire, c'est des cas d'irrégularité et qui nous viennent très souvent au niveau de l'état civil. Donc, et pour résolver ce type de cas, de type de situation, c'est pourquoi depuis que nous sommes là, en janvier 2022, le premier acte que nous avons posé, c'était de digitaliser l'état civil de Thiaroye-sur-Mer. Et à partir de 2022, nous sommes un des premiers états civils, pour ne pas dire le premier état civil, à utiliser la plateforme de gestion municipale. Selon une enquête de la DAF, ils sont soupçonnés d'infractions liées à des falsifications d'extraits de naissance. Ils sont désormais placés en garde à vue. Depuis quelques semaines, notre état civil a été l'objet de vérification et de contrôle des services de la DAF. Tout dernièrement, 4 de nos agents ont été interpellés et ils sont maintenant en position de garde à vue au niveau de la sûreté urbaine. Et c'est une information que nous avons reçue hier et aussitôt informés, nous étions là-bas sur les lieux pour s'enquérir de la situation et un dossier pendant devant la justice. Nous surveillons avec nos conseils juridiques. De son côté, son adjoint se veut rassurant. La commune entend renforcer le contrôle et garantir la fiabilité du service public. Ce qui nous amène à parler du bilan de la campagne nationale sur les pôles territoires et l'acte 4 de la décentralisation qui a mobilisé quelques 2300 acteurs à travers le pays. La journée de synthèse et de validation organisée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio a permis d'aboutir à des consensus historiques, parmi lesquels la désignation du secteur privé comme moteur de la croissance territoriale, l'élaboration d'une charte de gouvernance et le lancement imminent de 3 pôles pilotes. Écoutons Bala Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, au micro d'Abdou Diouf Diagne et Amadou Bambassan. Dans ces rencontres, plusieurs consensus historiques émergent.
le statut des pôles territoires comme établissements publics territoriaux dotés d'un conseil, l'adhésion au nombre des 8 pôles respectant l'ancrage socioculturel du pays, le principe d'un fonds pluriannuel d'amorçage dans la réforme globale des finances locales, la conviction partagée que le secteur privé sera le moteur de la croissance territoriale, l'urgence d'outils modernes, une agence territoriale de planification, des sociétés territoriales d'économie mixte, une charte de gouvernance, mais surtout un dispositif de suivi-évaluation et des manuels de procédure clairs. Chaque kilomètre parcouru, chaque doléance entendue, chaque consensus forgé nous rapproche d'un Sénégal équilibré et souverain. 3 pôles pilotes, centre, nord et sud, seront opérationnalisés, Inch'Allah, dès cette année. Ils ouvriront la voie à une territorialisation effective de l'action publique et la création de milliers d'emplois et à l'émergence de pôles attractifs pour les investisseurs locaux comme étrangers. Parlons maintenant des accidents de la route dont le nombre dépasse les 5200 par année, faisant 8000 blessés, tous véhicules confondus et plus particulièrement avec les 2 roues. Un fléau qui pousse l'ANASER à lancer une initiative pour renforcer la sécurité routière à travers Charef Air. Pour les organisateurs, il faut lutter efficacement contre ce fléau et il faut attaquer le problème à la racine qui est la corruption. Compte rendu, Pape Faraning et Diafaraba. Chaque année, le Sénégal déplore plus de 5200 accidents et plus de 8000 blessés avec un nombre important de décès. L'ANASER lance une initiative pour renforcer la sécurité routière et s'attaquer au problème à sa source. Ce sont des statistiques qui sont récentes et qui nous proviennent de sources de la gendarmerie. On parle de chaque année, en moyenne, il y a 5200 accidents au Sénégal. C'est beaucoup. Et sans compter le nombre de blessés, donc 8500, c'est beaucoup également. Et aussi le nombre de personnes qui décèdent. En moyenne, on parle de 745 décès. Sur le plan économique, le gouvernement du Sénégal perd 163 milliards de francs CFA au niveau des accidents de la route concernant les victimes des accidents, donc l'indemnisation pour ces accidentés. Et également sur le plan psychologique et social, vous savez, les accidents de la route entraînent un problème majeur au sein des familles, des ménages. Mais pour lutter efficacement contre ce fléau, il faut d'abord combattre la corruption dans le secteur. Une des facteurs comportementaux, la corruption mokkalal. Ndax kuy dawal amul ay keuyit ak kiy dawal ay keyitam mot. Kiy dawal te yebul loo xamantene dañ koy aaye mooy criminalité ak kiy dawal te xam ne que moom li muy yeb dara terewuñu ko kiy dawal te vraiment jéemul saay-saay wala def dara bokk beneen bi ñu ne mais loolu tamit bu amee ñi nga xamante ne ñooy appliquer la loi maanaam force de sécurité yi ñoom tamit am nañ ci lor donc am nañ ci yoon. Avec l'aide de partenaires conscients du fléau, un plan structuré est mis en place pour réduire les accidents. Avec un peu de chance. Tous ces accidents, la cause principale est le comportement, mais aussi la corruption. Nous voyons souvent des conducteurs qui n'ont aucun papier ou certains qui n'ont pas tous leurs papiers. Parmi eux, il y a des chauffeurs qui transportent des drogues et autres produits interdits par la loi. L'autre aspect, les forces de sécurité qui doivent appliquer les lois ont aussi une grande responsabilité par rapport à cela. Depuis 2017, le gouvernement américain a investi plus de 5 millions de dollars pour la sécurité routière, dont plus de 2 millions de dollars pour l'initiative sénégalaise pour la sécurité routière lancée en 2022. Cette initiative a nous permis de lutter contre les accidents mortels, la corruption et la méfiance du public à l'égard des forces de l'ordre. Un atelier de partage Charef Air a permis aux acteurs de la route de débattre des causes des accidents et de proposer des solutions concrètes. Charef Air, le nom de cette initiative, les élèves déficients visuels, aveugles et malvoyants des écoles inclusives des régions de Thiès, Kaolack et Ziguinchor se sont retrouvés à l'INEFJA de Thiès pour évoquer leurs problèmes et leurs difficultés
Il déplore notamment le fait qu'on les déplace de leur région d'origine vers l'académie de Thiès pour passer le baccalauréat, alors que pour le CFE et le BFM, ils passent ces deux examens dans leur région d'origine. Ça leur a permis également de mettre en place un gouvernement scolaire national inclusif. Reportage, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les déficients visuels venus de Thiès, Kaolack, Ziguinchor se sont retrouvés à l'INEFJA de Thiès pour mettre en place un gouvernement scolaire national inclusif et spécifique aux déficients visuels. Ce gouvernement scolaire regroupe les élèves appelés élèves déficients visuels du programme des 4 académies qui sont autour de ce gouvernement-là pour discuter ensemble des points spécifiques relatifs à leurs conditions d'études, à leurs conditions de vie. Et le programme les accompagne. Ces handicapés visuels ont posé sur la table plusieurs revendications pour l'amélioration de leurs conditions d'études. L'inclusion a fait son chemin. Aujourd'hui, les enfants font le bac. Dans l'organisation du bac, nous constatons que tous les élèves du Sénégal déficients visuels font le bac à Thiès. L'office bac demande à ceux Ziguinchor de venir jusqu'à Thiès faire le bac, ceux de Kaolack, ceux de Saint-Louis. Et pourtant, on pouvait épargner cette distance pour leur donner plus de chance. Le président du gouvernement scolaire inclusif national salue cette belle initiative. C'est une grande première au Sénégal. L'objectif est de donner aux outils les élèves pour devenir des véritables leaders capables de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Pendant 4 jours, les élèves déficients visuels sont formés ici à l'INEFJA sur le plaidoyer, le droit des enfants, des personnes handicapées en général. Parlons maintenant de la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient depuis quelques jours à New York. La création d'un État palestinien, c'est la volonté affichée par plusieurs chefs d'État présents à ce conclave. Le Sénégal a pour sa part réitéré sa solidarité au peuple palestinien, une chose normale pour le président du comité Sénégal-Palestine, Mohamed Barro, qui plaide pour des sanctions contre Israël. Aminata Mbaresso. Une des Nations Unies, le Sénégal renouvelle son soutien au peuple palestinien. Le président Bassirou Diomaye Faye plaide pour la création d'un État palestinien. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza. Une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies. Face aux exactions sur le peuple palestinien, cet appel et cette solidarité sont devenus une urgence de l'avis de Mohamed Barro, président du comité Sénégal-Palestine. On ne peut pas se suffire de cela. Le véritable enjeu aujourd'hui qu'il faut relever, c'est les sanctions contre Israël, surtout par rapport à tout ce qu'on a constaté dans toutes les télévisions du monde. Un crime de génocide, un crime de guerre, un projet même d'anéantissement de la Palestine, de Gaza. Tout cela montre qu'on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Et au-delà des condamnations, Mohamed Barro indique que les défenseurs des droits humains doivent sanctionner sévèrement l'État israélien. Les mêmes États aujourd'hui qui décident d'accepter l'État de Palestine, ce sont souvent ces mêmes États européens et américains qui continuent de soutenir Israël, de lui procurer des armes pour exercer un génocide contre le peuple palestinien. Le président sénégalais et ses homologues ont tous montré leur solidarité au peuple israélien. La plupart plaident pour la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Donald Trump, allié de l'Israël, a tenu un discours contraire à celui de la plupart des chefs d'État présents à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donald Trump et les États-Unis disent niet à l'établissement d'un État palestinien. La question israélo-palestinienne qui s'invite donc à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Entre soutien affirmé à Israël et solidarité à la cause palestinienne, les fractures demeurent profondes. Pourquoi la reconnaissance des deux États reste-t-elle si difficile? Élément de décryptage avec Daniel Diouf. À la 80e Assemblée générale des Nations Unies,
La question israélo-palestinienne reste l'un des points les plus sensibles et les plus divisifs. Depuis plus de 70 ans, le monde tente de répondre à la même question. Comment faire coexister deux peuples sur une même terre avec deux légitimités qui s'entrechoquent? D'un côté, Israël, qui bénéficie du soutien quasi conditionnel des États-Unis et d'une partie de l'Occident au nom du droit à la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. De l'autre, les pays arabes, des pays africains, à l'instar du Sénégal et une majorité du Sud qui défendent la cause palestinienne au nom du droit à l'autodétermination et de la fin d'une occupation jugée illégale. Qu'est-ce qui donc bloque vraiment? C'est d'abord la question de Jérusalem, revendiquée comme capitale par les deux camps. C'est aussi la colonisation en Cisjordanie qui rend de plus en plus difficile la reconnaissance d'un État palestinien viable. Les Israéliens craignent qu'un État palestinien indépendant devienne une base militaire aux portes de Tel Aviv. Les Palestiniens, eux, redoutent de disparaître politiquement et territorialement s'ils n'obtiennent pas rapidement des garanties internationales. À l'ONU, chaque discours ravive ces lignes de fracture. Les partisans de la solution à deux États insistent sur le droit international et les résolutions déjà adoptées. Les sceptiques jugent cette solution irréaliste face aux réalités du terrain. Quelle perspective donc? Quelle perspective donc? On peut s'attendre à une intensification de la pression diplomatique pour relancer un processus de paix moribond. Mais sans un compromis sur Jérusalem, les colonies et la sécurité, le risque est de voir la méfiance s'accroître, les violences se poursuivre et la communauté internationale se diviser encore davantage. Toujours sur ce sujet, Jérusalem, un enjeu majeur pour Israël et pour la Palestine en raison des revendications territoriales des deux camps. Pour les Juifs, c'est le centre historique et spirituel depuis 3000 ans, abritant le mur des lamentations. Pour les musulmans et les chrétiens, la ville abrite des lieux saints majeurs, dont l'esplanade des mosquées, le mont du Temple et l'église du Saint-Sépulcre, une ville au cœur de violents conflits entre Israël et Palestine. Mamadou Fall. Jérusalem, un enjeu crucial pour Israël et la Palestine en raison de son statut de ville sainte pour les trois religions monothéistes. Judaïsme, christianisme, islam, et de ses revendications comme capitale politique pour les deux camps. Pour les Israéliens, elle est la capitale historique et indivisible depuis 3000 ans, tandis que les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État. Cette dualité religieuse et politique rend le statut de la ville extrêmement sensible, car chaque parti cherche à en faire le symbole de son identité et de son droit sur le territoire. Pour les Juifs, Jérusalem est la cité où se trouvait le premier temple, la capitale du roi David, est le centre de leur identité religieuse et nationale depuis des millénaires. Israël a proclamé Jérusalem comme sa capitale éternelle, bien que cette proclamation soit contestée par la majorité de la communauté internationale. Pour les Palestiniens, Jérusalem-Est doit être leur capitale puisque la ville abrite des sites sacrés de l'islam, comme la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint lié au voyage céleste du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui en fait la troisième ville sainte de l'islam. La ville est 3 fois sainte, car les chrétiens également la considèrent comme un lieu lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour les Américains, l'importance de Jérusalem est principalement politique et symbolique. Leur soutien à Israël et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par l'administration Trump conforte les relations israélo-américaines. Et puis notez qu'en marge de cette Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a reçu hier en audience Mme Kirsty Coventry, la présidente du Comité international olympique CIO. Les discussions ont porté principalement sur les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ainsi que sur la coopération entre le Sénégal et le CIO dans la promotion de la jeunesse et de l'éducation par le sport. Cette rencontre a confirmé l'engagement commun à faire des JOJ Dakar 2026 un succès historique pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le mouvement olympique. Football, j'espère avoir rendu fiers tous mes souteneurs de ma ville d'Évreux jusqu'en Afrique, plus particulièrement ceux en Mauritanie. C'est entre autres déclarations de l'attaquant français Ousmane Dembélé, élu Ballon d'Or 2025 hier. Le sociétaire du Paris Saint-Germain de rappeler que les trophées collectifs mènent au titre individuel. Je vous propose de le suivre.
Les titres collectifs, c'est le plus important et ça mène à avoir des titres individuels. Donc voilà, la chose qu'il faut faire, je pense, c'est se focaliser sur l'équipe, faire des passes décisives, marquer des buts, défendre, attaquer, etc. Et voilà, après, si t'es récompensé, c'est bien. Après, voilà, dans ma carrière, j'ai eu énormément de moments difficiles et de bons moments aussi, mais c'est la vie de tous les jours, que ce soit un footballeur ou la vie normale, c'est comme ça. Il y a des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter. Et voilà, je les ai surmontées. Quand tu es jeune, tu penses à gagner ces titres-là. Après, au fur et à mesure, tu grandis, tu sais que c'est les titres collectifs qu'il faut gagner. Mais bien sûr, quand tu es jeune, tu espères gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et être le meilleur joueur possible. Gagner un ballon d'or, c'est exceptionnel. Là, c'est exceptionnel pour toutes ces personnes-là qui me soutiennent chaque jour. C'est exceptionnel, c'est magnifique et voilà, je leur remercie. Et toutes les larmes, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, c'était un moment incroyable. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir gagner ce trophée. Voilà, les émotions, ils sont venues. Et voilà, j'espère que j'ai rendu fier tout le monde. Autre joueur beaucoup plus près de nous, Habib Diarra, blessé à l'aine, a été opéré hier avec succès. Il a entamé une période de récupération et de rééducation qui va l'éloigner des pelouses au moins pendant 2 mois. Son retour programmé donc en décembre. Habib Diarra, le milieu international sénégalais de Sunderland en première ligue anglaise, va manquer les 2 dernières journées des éliminatoires du mondial 2026. En octobre, il reste maintenant à savoir s'il sera présent dans la liste des Lions pour la CAN 2025 du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée avec nos programmes. Restez avec nous dans un instant, nos invités du soir.